Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire du cycle de conférences organisé par le groupe pilote numérique sur les cités éducatives. Ce webinaire intitulé « La représentation du numérique selon les normes de l'école » sera présenté par Mélina Solari. Lors de cette présentation, je vous invite à poser vos questions via le chat. Elles seront relayées aux conférenciers en fin de présentation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Suzy Chevet, chef de projet Cité éducative, pour une courte introduction. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Suzy Chevet, je suis chef de projet Cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Peut-être quand même un tout petit rappel, on est là autour des cités éducatives pour commencer. Donc les cités éducatives, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? C'est une démarche qui vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de la naissance à l'insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Donc en fait, c'est une grande alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc que ce soit parents, services de l'État, collectivités, associations, habitants. Et donc pour faire vivre cette grande alliance éducative, l'ANCT avec la DGESCO, qui donc nous copilotons cette démarche au niveau national, et nous avons mis en place un réseau d'acteurs, un réseau national des acteurs qui se traduit au travers de différents groupes d'échanges thématiques, dont un dédié aux enjeux autour du numérique. Donc ce groupe de pilotes numériques des cités éducatives, il est animé par Réseau Canopé, qui vient de nous accueillir, avec également le partenariat à la fois, donc, comme je disais, de la DGESCO, mais également de la direction du numérique à l'école, la DNE. Le programme de ce groupe d'échange pour l'année 2022, en fait, c'est une série de 4 webinaires. Comment ont été définis ces 4 webinaires? Alors, il s'avère que au cours de l'année 2021, ce groupe de travail s'est déjà réuni un certain nombre de fois, mais dans des formats plus restreints, avec un peu moins d'acteurs. Ça a été une première année qui a vraiment été dédiée à la réflexion et à la mutualisation. Et en fait, ce cycle de webinaires, en fait, il vient en fait répondre aux nombreux enjeux qui ont été soulevés au moment de ces échanges. Les thématiques qui seront abordées, donc la première aujourd'hui, l'accès au numérique, mais vous pourrez également découvrir le 16 mai prochain un webinaire dédié au métier du numérique. Le 28 juin prochain, ensuite, on aura un 3e webinaire sur la mise en place d'un travail de collaboration entre les acteurs des cités éducatives. Et début juillet, on aura un 4e webinaire qui sera sur l'évaluation des apprentissages, l'évaluation d'un projet, les dispositifs de formation. Voilà, donc ça, on pourra aborder des éléments, bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet-là. Si vous êtes intéressé par les travaux qui ont été menés en 2021, vous pouvez les retrouver à la fois sur notre site internet et sur la plateforme de la grande équipe. Tout est mis à disposition. Il y a à la fois des éléments de synthèse sur ce qui a été travaillé au cours de l'année précédente et puis le programme de cette prochaine année. Donc voilà, donc je vais laisser tout de suite la place à notre intervenante. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, je suis en rouge, alors ça veut dire qu'on me voit. Ok, bon, je vais partager ma présentation. Est-ce que tout va bien? Ça marche, ok. Bon, alors je vais commencer. Bon, je suis Mélina Solari-Landa, je suis chargée d'études à la direction des recherches et développement des usages du numérique pour l'éducation à Réseau Canopé, d'un côté. De l'autre côté, je suis aussi chercheur associé au laboratoire Techné de l'Université Poitiers. Et depuis 2015, je m'intéresse, j'étudie comment l'utilisation du numérique modifie ou pas, comment l'utilisation en milieu scolaire modifie ou pas la représentation de la forme scolaire. Autrement dit, comment modifie les normes et les implicites de l'école. Alors, dans le cadre de Cité éducative, je t'ai invité à parler de ça, de ces sujets. Alors, bon,
moi, les questions que je vais essayer de répondre, c'est les deux premières questions sont par rapport aux représentations. Quelles représentations ont les enseignants, élèves et parents d'élèves de l'utilisation du numérique à l'école? Et comment les règles de l'école contribuent à l'appropriation du numérique par les élèves? Alors, ces deux questions, je vais les attaquer à partir de ma recherche doctorale entre 2014 et 2017 avec les résultats de cette recherche. Et après, la troisième recherche, question, est-ce que le passage forcé à l'éducation à distance en utilisant le numérique durant les premiers confinements de 2020 a modifié la représentation de l'école auprès de tous ces acteurs? Ça, je vais l'analyser à la lumière de trois études, deux études des réseaux Canopé et un qui ont été faits. On a travaillé avec le laboratoire Tegnes sur un projet qui s'appelle NUNC. Alors, finalement, on va voir comment ces résultats sont intéressants, pertinents ou pas pour les projets des cités éducatives. C'est ça, c'est un peu l'idée de ma présentation. Alors, on sait bien que si on revient un petit peu en arrière et nous partons de l'état du terrain, on va dire, on sait bien que tous les usagers du numérique n'ont pas les mêmes pratiques, ne sont pas les mêmes. Et chacun a une fréquence différente d'utilisation, des horaires, des habitudes différentes, d'équipements, des types de connectivité, des manières de faire et des compétences numériques différentes. Mais il faut savoir qu'il y a autant de manières de faire comme des usagers. Alors, c'est bien, c'est normal, il y a une hétérogénéité très, très grande des usages. Mais en France, dans ces contextes, l'ARCEP dit, avec son baromètre du numérique, l'ARCEP dit qu'il y a 35% des Français qui ont au moins un type de difficulté pour maîtriser le numérique. L'accès au numérique, l'équipement, c'est des choses qui ne sont pas très, pour une partie de la population, n'est pas très claires. Et ça va au-delà de l'équipement. C'est les compétences qui font qu'ils ne maîtrisent pas le numérique complètement. Alors, dans ces contextes, bon, on connaît, et c'est un peu le sujet des cités éducatives, on connaît les fractures sociales. Alors, il y a les fractures sociales qui sont en lien avec les lieux de naissance, la famille, l'école fréquentée, ça, on les connaît. Mais quand une technique arrive dans le contexte social, on a déjà vu que la technique, n'importe laquelle, change les dimensions de la technique. Dans ce cas, il y a Ben Youssef en 2004 qui a proposé 4 degrés de fracture numérique par rapport à différentes dimensions de fracture numérique. Alors, les premiers degrés, il dit que c'est l'usage, l'équipement et les infrastructures. Alors, les différences entre les équipements et l'infrastructure, les connectivités, les semblages. Les deuxième degrés, on parle des usages de technologies numériques, des individus et des groupes sociaux. Alors, comment les gens utilisent ces technologies et comment ils communiquent entre eux, comment profitent de ces communications pour consolider leurs groupes sociaux. Et le troisième degré, c'est l'efficacité des usages. Alors, on revient à ce que l'ARCEP dit dans les baromètres du numérique, justement la facilité à travailler, à utiliser le numérique. Et le quatrième type, le quatrième degré de fracture, Ben Youssef parle des modalités d'apprentissage et d'apprentissage continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ces moments où les usagers savent qu'il y a une logique derrière l'utilisation des logiciels, des applications, que peu importe s'ils ne connaissent pas un logiciel, une application, il aura une logique. Et alors, il va pouvoir aller les chercher et apprendre comment ça fonctionne et l'utiliser pour la finalité qu'il veut. Alors,
Et maintenant, on passe, qu'est-ce qui se passe quand le numérique rentre dans les cadres de l'école? Alors, les sociologues de l'éducation, comme Guy Vincent, en 1980, je pense, ont défini la forme scolaire comme cette manière culturelle et historique qui s'est construite dans l'histoire, qui persiste tout le temps, qu'on a du mal à les faire changer. Et elle a des caractéristiques, elle a des buts très particuliers, que Molini et Pernon le sont listés. Une pratique sociale spécifique, distincte et séparée d'autres pratiques, différent à n'importe quelle autre pratique religieuse, politique, de travail. Et une pratique dans laquelle l'apprenant et l'enseignant s'isolent physiquement et symboliquement dans un lieu spécifique. Et d'autres éléments, d'autres traits que je vais lister, je vais prendre mon temps, parce que ça nous intéresse moi pour le moment, c'est les contrats didactiques entre formateur et un apprenant, l'organisation centrée sur les apprentissages, les curriculums et la planification, la transposition didactique, la discipline et les normes d'excellence. Alors, la forme scolaire, c'est très abstrait, peut-être très difficile à comprendre, mais en gros, c'est les caractéristiques qui font que quand on va à l'école, on sait qu'il faut se comporter, qu'il faut se tenir de certaines façons. L'effet qu'on est assis pour apprendre et le fait qu'il y a une séparation du savoir en discipline, par exemple. C'est deux exemples. Ou le fait qu'il faut lever la main pour... il y a des rituels también aussi dans la forme scolaire. Alors, pourquoi ça c'est intéressant pour nous? Pourquoi la forme scolaire? Parce que justement, les numériques a une nature qui transgresse l'espace et le temps. Avec l'utilisation du numérique, on peut être dans un endroit et assister à des événements qui se passent dans d'autres endroits, comme on est en train de faire maintenant. Alors, il y a une transgression de cet espace-temps qui est justement la base de ce qu'on dit qu'est la forme scolaire, que c'est isoler pratiquement et symboliquement dans un lieu spécifique la pratique d'apprentissage. Et ça vient chambouler tout, normalement, théoriquement. Et alors, en utilisant par exemple le numérique, un élève peut consulter une source externe d'informations et compléter ses travaux. Ou être à l'école, mais pas uniquement à l'école. Et ces éléments mettent en question un peu le numérique, mais en question un petit peu cette forme scolaire. Alors, on se demande si ça change quand on utilise le numérique à l'école. Et alors, on voit qu'il existe une contradiction entre cette nature du numérique qui est un peu transgressive et de l'espace-temps et les normes qui limitent justement à des sources externes, l'accès à des sources externes d'informations pour les élèves, par exemple. Cette limitation, ces plans numériques d'équipement, ces programmes, ces projets qui font que les élèves utilisent le numérique uniquement avec une connexion limitée à des sites spécifiques et très carrés à l'intérieur, au sein de l'école, et pour les élèves est perçu comme un Internet faux. Alors, qu'est-ce qui se passe si on reprend qu'est-ce qui se passe quand le numérique rentre dans l'école? Encore, en analysant les espaces-temps de l'école et la maison, dans ma thèse, j'ai observé que la représentation que les élèves se construisent de la forme scolaire et de l'utilisation du numérique diffère en fonction du PCS des parents d'élèves, notamment dans la compréhension des normes implicites de la forme scolaire. Alors, ces normes implicites de la forme scolaire sont, par exemple,
que l'élève doit jouer le jeu d'apprendre en suivant les instructions de l'enseignant. Il doit répondre aux questions, il doit se montrer autonome, mais dans le cadre de l'enseignant. Il faut faire les exercices. Tout ça, c'est les normes implicites de l'école. Et alors, les enfants des parents, j'ai observé que les enfants des parents de PCS+, sont plus critiques envers de l'école et aussi au numérique, aux pratiques numériques, à tout les faire, à tout faire en utilisant le numérique, parce qu'ils sont plus outillés pour accepter les normes de l'école tout en gardant ces pratiques numériques. Ça veut dire qu'ils ont la capacité un peu de jongler entre les contradictions de l'école avec un numérique restreint et leurs propres pratiques à l'extérieur. C'est un peu ça. Et alors, on voit que les pratiques culturelles des jeunes, selon Pierre Merclet et Sylvie Octobre, si je ne me trompe pas, les pratiques culturelles des gens changent en fonction de leur PCS aussi. Alors, on voit qu'ils sont en équipement, en accès Internet plus répandu, en approche moins scolaire de l'utilisation de l'ordinateur, et plus de compétences numériques et une familiarité précoce au numérique, parce que ça, c'est à cause de la familiarité des parents avec les numériques. C'est pas une nouveauté de travailler avec les numériques chez eux. Il y a aussi une intensité d'investissement dans les loisirs culturels. Les parents font en sorte qu'ils puissent aller tester plusieurs activités et une diversification des pratiques culturelles. Ça, c'est très important pour ce sujet. Et on voit Fontard, Grimaud, Leprince et Lémantec nous montrent que c'est aussi très, très important de prendre en compte que les parents PCS+, portent un regard plus compréhensif et critique sur les normes de sage juvénile. Alors, ça confirme les résultats de la première partie, mais ça complète aussi sur la mise. Les parents mettent des limites au temps pratique numérique et ils disent, bon, on va utiliser le numérique comme ce temps-là et après on passe à autre chose, tu ne peux pas regarder tout le temps ou jouer tout le temps. Normalement, ça, on le trouve plus dans les familles plus favorisées. Alors, au contraire, pour la régulation des écrans et du numérique, les parents PCS- ou moins favorisés ne disposent pas de modèles de régulation parce qu'ils ne sont pas eu dans les générations antérieures ce type de régulation. Les enfants sont plutôt équipés que les autres parce que justement ce modèle de régulation n'existe pas. Et les usages sont un peu limités par rapport à l'écrit. Ça veut dire qu'ils favorisent plus les usages qui n'impliquent pas un développement d'écrit argumenté très élaboré. Par exemple, les blogs, l'utilisation des blogs, les forums, tout ce type de participation est différent. Alors, ok, là, tout le contexte est clair. Et pourquoi je m'intéresse autant en différence, c'est les sujets éducatifs, mais avec la crise sanitaire du Covid, on a vu ces différences exploser. Et lors de périodes de confinement, on observe qu'il y a eu des inéquités sociales, d'origine sociale, d'accompagnement, de connectivité, d'équipement, d'accompagnement des parents parce qu'ils ne savaient pas les temps, les compétences, la posture, on va dire, pour accompagner l'élève. Et du côté des enseignants aussi, parce qu'ils ne sont pas tous équipés, ils n'ont pas de compétences numériques. Et ils ont dû mettre en place un enseignement à distance, mais en urgence.
ce qui est rien à voir avec l'éducation à distance normale. Et alors, toute cette disparité en compétences numériques vraiment a explosé pendant cette période. Et alors, c'est là que Pascal Plantard, à partir des Maou, parle sur l'effet total numérique. Alors, parce que ce n'est plus comme tout est basculé au numérique, alors on parle plus des fractures, mais d'un fait social numérique, un fait total numérique. Parce que l'appropriation, la culture, la culturation, tout, la socialisation passait par le numérique. Je vois qu'il y a des messages. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là avec les élèves et les parents d'élèves? Et on a observé chez les élèves et les parents d'élèves des différences, des capacités des élèves à travailler en autonomie. Ça, c'est Tricot qui a observé ça. Et ça, on attendait ces résultats-là parce qu'on sait bien que l'éducation à distance, un des défis, c'est justement l'organisation du travail scolaire, la recherche d'informations, plusieurs choses qui on sait bien qu'il y a des déficiences. Et alors, sous l'effet de la scolarisation, de l'espace-temps familial, les parents ont dû savoir prendre en charge, vraiment faire un étayage pédagogique et didactique des élèves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reprendre, surtout en premier degré, reprendre les indications des enseignants pour essayer de les traduire et faire les enfants apprendre des activités, apprendre en général et avec ce type d'activité. Alors, ils ont aussi dû savoir organiser le travail scolaire en jonglant avec le télétravail parfois. Et ils ont dû disposer des compétences numériques ou on va dire, les potentiels pour avoir ces compétences dans peu de temps et pour s'adapter aux besoins de l'école. Alors ça, c'est passé du côté des élèves et les parents d'élèves. Et aussi, sous l'effet de la informalisation des espaces virtuels scolaires, on l'appelait comme ça parce que avec un groupe de travail dans une recherche qu'on prépare, l'informalisation des espaces virtuels scolaires, ça peut s'écouter un peu bizarre, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'utiliser les canaux qu'on utilise toujours dans l'école, par exemple, les enseignants ont commencé à envoyer des WhatsApp pour savoir si les élèves étaient bien, s'ils suivaient bien. Au lieu d'utiliser le NT, on a eu par exemple des images sur des groupes de WhatsApp, encore une fois, ou sur des appels. Il y a eu plein de choses différentes. Alors, on a observé un assouplissement des normes de la forme scolaire par rapport au suivi, à l'évaluation, le type de communication, et les programmes et la planification des activités. On a aussi observé les glissements de la relation parentale pour accompagner les élèves. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on a observé avec des collègues qui ont observé les élèves et les parents d'élèves, c'est qu'il avait des types de parents. Il avait des parents qui faisaient l'adaptation des activités que donnait l'enseignant et les mettaient en place. Il avait d'autres qui simplement considéraient que les enseignants ne faisaient pas assez ou ne faisaient pas bien. Par exemple, c'est un peu le cas de quelques parents qui sont à la fois parents mais aussi des enseignants. Et alors, il faisait faire les élèves d'autres types d'activités. Il y avait aussi les parents d'élèves qui allaient se substituer aux élèves dans les cours pour avoir d'abord la connaissance de ce qui se passait pour après pouvoir étayer les processus des élèves. Alors, ça c'est différent
de ce qu'on avait vu avant. On a aussi vu l'évolution des usages informationnels et communicationnels des élèves, beaucoup plus de communication par le numérique, et l'évolution de la représentation du travail de l'élève à la maison, du rôle de l'élève, de l'autonomie des élèves. Alors, le travail de l'élève à la maison, parce que ce n'est pas le moment où on fait les devoirs un petit moment, mais c'est plus long et il faut que ce soit organisé avec le temps de la famille. Et quel est le rôle de l'élève? Avant, en présentiel, c'est plutôt l'enseignant qui organise les activités. Mais surtout pour les élèves de second degré, ils ont été obligés à organiser eux-mêmes leurs activités scolaires et de développer un peu l'autonomie. Enfin, ça, on l'observait surtout en second degré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les enseignants? Pour les enseignants, et ça c'est à partir des deux études qui a mené la DER-D1, on a observé les pratiques des enseignants, les besoins et les leviers qu'ils avaient trouvés pendant la première partie de confinement, non, le premier confinement, pardon, en 2020. Et ils ont trouvé une opportunité pour expérimenter et faire évoluer leur utilisation du numérique. Et ils ont changé, ils ont eu même quelques enseignants de déclic pour l'évolution du rapport numérique. Et on a observé les besoins, clairement, les besoins en ingénierie technopédagogique des enseignants. Et on a observé que la représentation de la forme scolaire chez les enseignants a changé. Il y a cet acte éducatif qui est brouillé dans l'espace-temps familial et sans espace didactique spécifique a été plus souple. Enfin, ils ont voulu accepter ce changement. Il y a eu une évolution du contrat didactique où il y a eu l'implication des parents dans les contrats didactiques et ils ont vu les besoins énormes en différenciation pédagogique qu'il y avait des élèves, surtout dans cette configuration de la continuité pédagogique. Et finalement, les enseignants, nous avons observé l'évolution de la relation enseignant-parent d'élèves parce qu'il fallait mettre du sens au travail scolaire, il fallait expliciter les objectifs, expliquer les contenus parfois aux parents, expliquer pourquoi ces méthodologies, pourquoi les attendus, quel type de produits ils devaient faire. Il fallait engager les parents dans l'activité des élèves pour que ce ne soit pas très artificiel. Et tout ça passait par la communication et par l'échange. Et il y a eu aussi, on a observé aussi une mise en question de la représentation de la présence à distance dans l'apprentissage parce qu'il y a eu les activités asynchrones. Et alors, on se demande, il se demandait, bon, qu'est-ce qui va se passer après si on fait toujours des activités asynchrones, on passera à un enseignement à distance. Il y a eu toute une réflexion autour de ça. Et encore une fois, on a observé du côté des enseignants aussi le besoin de l'autonomie de l'élève, le besoin de développer ça. Alors, je vais finir. Je vois qu'il manque quelques minutes. Et alors, en plus de l'école et la maison, comme on a vu dans les premiers travaux et dans les enquêtes que je viens de mentionner, il y a d'autres espaces-temps et milieux de socialisation des pairs. On sait que ce n'est pas l'école et la maison qui sont les seuls endroits où les élèves socialisent et apprennent. Que l'école et la maison dans la vie des gens, il y a des tiers-lieux aussi et il y a des interstices dans cet espace. Il y a des pratiques qui semblent être interdépendantes. Alors l'idée, c'est de savoir comment
nourrir favorablement ces espaces parce que comme ça, on pourrait faire continuer dans un cercle virtueux, on va dire, le développement des pratiques numériques. Alors, les usages ludiques et communicationnels, on sait que c'est important pour les élèves et comment ils s'utilisaient pour favoriser justement les pratiques numériques. Alors, moi, à partir de ce que j'observe de la forme scolaire, ce qu'on a eu pendant le confinement, je vois qu'il y a eu une espèce d'ouverture face aux pratiques numériques. Et alors, je pense qu'il faudrait, dans cette logique, favoriser l'intégration des pratiques personnelles des jeunes à l'activité de tiers-lieu, dans la mesure que ça convient aux jeunes, parce que c'est vrai que si c'est les pratiques personnelles, ils ne vont pas vouloir tout révéler, mais des pratiques qui les intéressent à eux. Favoriser le développement et l'adoption des pratiques culturelles diversifiées, et ça c'est très important parce qu'on observe, Peterson observe depuis 20 ans, je pense, qu'il est très important de diversifier les pratiques parce que l'évolution du numérique, des compétences, on a un lien avec ce type de diversité des pratiques. C'est lié au plus de compétences numériques des gens. Et aussi, c'est important de faire les liens pour combler l'éventuel décalage entre ce qui se passe à l'école et à la maison. Ça, c'est un. Après. Bon, j'ai déjà dit qu'il faut profiter de l'ouverture d'après la période de continuité pédagogique et maintenir les ponts qui ont été créés pour la coéducation, l'inclusion, l'implication des parents dans cette dynamique et utiliser par exemple des pratiques de la vie quotidienne et personnelle comme projet éducatif. Et ça veut dire que ce qui a été créé, c'était une espèce de variation de la forme scolaire, mais temporaire, on va dire. Et ce qu'on observe maintenant, c'est que les choses commencent à se mettre en place de nouveau comme avant. Et alors, il faudrait profiter de ces moments pour que l'accès au numérique reste dans un continuum école, tiers-lieu, maison, par le biais des projets d'associations, des activités dans des associations, des tutorats. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Et tout ça en impliquant les parents dans l'utilisation du numérique et en accompagnant les élèves. Alors, quelque chose qui me tient à cœur de dire que je pense que dans ces espaces, il faut éviter de reproduire le plus possible les traits de la forme scolaire traditionnelle. Il faut éviter d'avoir les mêmes dynamiques parce que justement, cette contradiction de l'école, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Il vaut mieux l'éviter. Et s'il faut avoir des projets, il faut proposer des activités dans les cités éducatives. Moi, je pense qu'on devrait considérer une variation plus flexible de la forme scolaire en utilisant des activités plus proches de la pédagogie active, des actions d'étayage pour accompagner les gens sur des aspects cognitifs, développement de la métacognition, de comment ils organisent leurs activités, comment ils pensent, qu'ils apprennent chaque pas dans les pratiques numériques. Est-ce qu'ils se rendent compte comment ils arrivent à apprendre une chose, un logiciel différemment? Et finalement, valoriser l'apprentissage par l'expérience. De mon côté, c'est tout. Je ne sais pas si je suis allée très vite, mais pour moi, c'est 38. Merci Mélina pour cette présentation. Alors, on a quelques questions dans le chat qu'on va pouvoir te relayer maintenant. Une première question, comment se traduit le regard critique des parents envers les pratiques numériques à l'école?
Alors, D'accord. est-ce Oui. que voilà, tu pourrais dire de répondre Oui. à cette question? C'est une bonne question. Comment c'est traduit? Alors, ça s'est traduit pour la régulation des... Pas pour la prohibition, pour l'interdiction des pratiques numériques, mais plutôt pour la dosification, le dosage des pratiques d'usage numérique. Aussi pour être toujours vigilant sur le type de sources que les élèves consultent. Quoi d'autre? Pour l'âge d'équipement et les objectifs d'équipement des élèves. Ouais, c'est ça que je pense en ce moment. Mais c'est aussi avoir cet esprit de dire n'est pas tout ce qui est, n'est pas tout ce qui est sur Internet est vrai. Tout peut être discuté et ouvert aux pratiques juvéniles pour voir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que ça correspond à leur âge ou pas. C'est un peu ça. Merci pour cette réponse. Alors, on va enchaîner avec la deuxième question. Les compétences pour organiser le travail scolaire ont-elles été identifiées? Oui, un petit peu. Je peux dire que c'est par exemple organiser le temps qu'il faut, enfin planifier le temps de réalisation des activités, lister les tâches à faire et prévoir le temps de réalisation des activités. Mais ça, c'est surtout pour les élèves de second degré. Et ce que je vous dis, c'est hors toute analyse là. Sinon, je l'ai observé, mais c'est pas systématisé, on va dire. Merci pour cette réponse. Alors, je vais enchaîner avec une remarque cette fois-ci. Un acteur nous dit: «Je suis surpris de lire que les PCS- sont mieux équipés que d'autres». Alors, est-ce que tu pourrais réexpliciter un petit peu ce propos autour des PCS? Oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif, on va dire. On pense que parce que les élèves qui sont moins favorisés économiquement vont avoir moins d'équipements comme ça. Mais il y a une analyse que Pierre Merclé et Sylvie Octobre font. En fait, c'est l'importance qu'ils donnent ces groupes de parents des milieux défavorisés à l'ordinateur et la place que cet outil a dans la maison, qui normalement ça peut être un espace, c'est un équipement dédié pour cet élève. Et comme ils sont équipés de plus tôt, le problème c'est que les parents ils pensent qu'ils sont en train de donner des outils pour apprendre, sauf que ils considèrent pas la partie des compétences numériques, de l'aspect critique qu'il faut. Ils veulent juste combler, on va dire, le vide de l'équipement. Mais il n'a pas tous les cadres autour qui fait que des usages soient plus diversifiés, plus orientés vers le travail scolaire, par exemple. Merci Mélina. Alors, on a une autre question. Est-ce que la difficulté dans les cités éducatives n'est pas que les parents ont souvent moins de connaissances numériques que leurs enfants et donc ne peuvent pas forcément travailler avec eux? Ça, c'est très intéressant. Oui, j'ai aussi pensé, je connais pas, enfin, j'imagine les publics des cités éducatives et je connais pas des exemples précis, mais effectivement, moi, je pense que moi, je imagine par exemple des dispositifs de tutorat entre parents d'élèves qui sont plus familiarisés avec le numérique, les compétences numériques, avec
des enfants qui n'ont pas trop de parents, il n'y a que deux, mais qui n'ont pas de parents qui sont favorisés et familiarisés avec le numérique. J'imagine cet échange-là. Parce qu'effectivement, mais c'est pas que ça, parce que ça c'est aussi important que les deux parents sachent quel est l'apport du numérique et dans quelle mesure dans les chemins scolaires de l'enfant et qu'ils se mettent aussi un peu dans l'intérêt de l'éducation de l'enfant à avoir des compétences numériques, oui. Merci. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous donner des exemples de pratiques culturelles numériques et de pédagogie active? Pratiques culturelles numériques. Alors, par exemple, l'utilisation de TikTok par les adolescents. Ça, c'est une pratique culturelle des adolescents à l'ère du numérique. Et il y a aussi la visualisation des concerts en ligne. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est une pratique culturelle. En gros, c'est toutes les pratiques culturelles, enfin, toutes les activités qui relèvent de la culture, mais qui se manifestent à l'ère du numérique dans la forme par la médiation de la technique numérique. Ça, c'est ça. Et de l'autre côté, c'était quoi tu m'aides? L'autre, c'était des exemples également de pédagogie active. Ah, la pédagogie active. La pédagogie active, en fait, c'est des activités, par exemple, faire un peu de tutorat, travailler avec les pairs, échanger. C'est faire travailler les gens plus en autonomie et surtout en regardant qu'est-ce qu'ils sont, en les faisant comprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre pendant les activités. Alors, en les rendant une petite partie de leur protagonisme dans l'apprentissage. C'est pas l'enseignant qui fait tout et qui prépare tout, c'est plutôt, oui, c'est l'enseignant qui prépare tout, mais en amont, et c'est eux qui vont découvrir. Et il a des activités comme des créations des objets, par exemple, en équipe, et des activités en groupe, des créations de galeries pour qu'ils passent et ils arrivent à créer une histoire ensemble. Et il a plusieurs activités. Merci Mélina pour ces exemples. Alors, je vais enchaîner maintenant avec une autre question. Y a-t-il eu une évaluation de la plus-value du numérique dans les acquisitions? Dans les acquisitions de apprentissage, c'est ça? Oui, je n'ai pas précisé, mais effectivement, ça doit être ça. Non, je pense qu'en fait, c'est une question, c'est un peu tricheur parce que c'est très compliqué d'évaluer la plus-value du numérique parce qu'il a tellement de variables autour qu'on ne peut pas dire que tout le numérique peut être utile dans toutes les circonstances pour tous les élèves. En fait, il faut que ce soit un outil dans un contexte précis pour un groupe d'élèves. Et alors, on ne peut pas répondre à cette question. C'est noté, merci beaucoup. Alors, une autre question, puisqu'il y a encore beaucoup de questions dans le chat. Les parents ont-ils pu être associés à la réflexion sur la variation temporaire de la forme scolaire? Ça, c'est une très bonne question parce qu'on a beaucoup parlé avec les parents et pendant les entretiens, ils ne disaient pas forme scolaire à chaque fois. Mais on voyait, enfin, avec la grille de lecture qu'ils
il s'était étonné de voir comment parfois les élèves avaient gagné en autonomie parce qu'il les laissait faire les activités pendant il télétravaillait. Et il se rendait un petit peu compte que la dynamique avait changé et que du coup, les élèves avaient changé aussi. Et il y a eu aussi les cas à l'inverse, les élèves qui ont perdu en autonomie parce que la parentalité de ses parents faisait que ils étaient tout le temps, allez-y, fais-le, vas-y, ne oublie pas. Et alors, il avait perdu en autonomie. Et ça, et c'est le retour, on a eu du côté des enseignants après. Et je pense que les parents, honnêtement, ils se rendaient compte, ils se sont rendus compte, ils se sont beaucoup investis. Et ils ont bien vu la différence entre l'école et ils se sont bien mis en question pourquoi l'école ne fait pas certaines choses qu'ils pourraient faire. Oui, je pense qu'ils se sont rendus compte surtout de la valeur de la présence et de la représentation de la présence pour l'apprentissage des élèves et le poids de l'évaluation. Ça, dans un autre contexte, une autre recherche au niveau universitaire, des enseignants nous sont partagés qu'ils se posaient même la question de la valeur des examens. Et après avoir vécu cette petite période de confinement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, on va maintenant enchaîner avec une autre question qui concerne de nouveau les PCS-. Est-ce que l'équipement des PCS- est constitué majoritairement d'ordinateurs ou plutôt de tablettes ou de portables? Si je me souviens bien, c'était plutôt de téléphone portable. Ça c'est aussi, on va dire, on peut parler de ça aussi, de l'aspect critique de la parentalité vis-à-vis du numérique, parce qu'un téléphone portable, on sait que ça a la connectivité, mais c'est pas pour étudier. C'est pas pour, en tout cas, pas pour pendant beaucoup de temps. Et ça, les personnes qui sont plus familiarisées, qui travaillent avec le numérique, avec un ordinateur, les savent. Alors, ils achetaient plutôt des ordinateurs. Ça, c'est le cas des PC+. Merci beaucoup, Mélina. Alors, je vais maintenant te partager un commentaire d'un acteur des cités éducatives en lien avec ton propos général. Donc, il souligne que ça a aussi rompu la séparation entre l'école et la maison. Avec le numérique, les enseignants donnent des devoirs à distance et ce à tout moment, même le week-end. Ah, oui. Bah, alors maintenant, ils le font encore, c'est ça? Oui. Oui. Oui, ça, on pourrait, oui, il a des mauvais et des bonnes choses qu'il faut garder, mais je pense que ce qu'il faut profiter, c'est justement cette ouverture que les choses sont glissées pour prendre et décider, mettre des limites, changer, faire évoluer la forme scolaire. Et comment on fait évoluer la forme scolaire? Par des pratiques, de nouvelles pratiques. Et les nouvelles pratiques font changer la représentation de l'école. Et là, ça continue un cercle virtueux qui va faire évoluer vers des élèves qui soient plus préparés pour ce type de crise, par exemple. Et les compétences du XXIe siècle et tout ça. Alors justement, en parlant de compétences, on a une nouvelle question dans le chat. Peut-on proposer aux parents de passer les certifications PICS? Dans les cités éducatives? Alors je pense que c'est une question générale. Alors, dans les cités éducatives ou en dehors des cités éducatives, est-ce que toi, tu as un avis à formuler sur cette question? Moi, je pense que ça enlève pas, ça donne des opportunités plutôt, les PICS. C'est déjà un bon exercice pour se rendre compte, je l'ai fait,
Et je me considère une usagère de tous les jours du numérique. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, des choses qu'on peut améliorer. Moi, je pense que ça, c'est pas mauvais. Enfin, c'est bien de le faire. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant relayer la dernière question. Avez-vous mesuré une augmentation de l'usage néfaste, donc des moqueries, du harcèlement, des réseaux sociaux liés au confinement? Ou est-ce seulement une nouvelle façon de faire plus générationnelle? Voilà. Non, ça serait un sujet très important, très intéressant en fait, surtout pour l'éducation aux médias et à l'information. La communication et l'information, non, on n'a pas mesuré ça, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui pourraient être très, très utiles. Parce qu'on nous fait des recommandations pour utiliser plus le numérique, mais on connaît bien les risques et des pratiques des gens, les pratiques personnelles. Alors oui, je pense qu'il faudrait contribuer à que l'éducation aux médias soit plus forte aussi, pour avoir moins de ça. Merci beaucoup, Mélina, pour avoir répondu à toutes ces questions et pour ta présentation qui est très riche. Alors, je vais me permettre de poser une question d'ordre plus technique. Est-ce que tu partageras ton support de présentation aux participants? Oui, voilà. Si. Voilà. Comme on a eu beaucoup de fois la question, on voulait effectivement s'assurer de ce point-là. Comment on le fait? Je le partage tout de suite ou je te l'envoie? On verra ensuite. Ah, ok, c'est de la cuisine interne, ok. Alors, merci beaucoup aux participants d'avoir été avec nous sur ce temps. Vous pouvez nous retrouver sur les prochains webinaires donc, qui auront lieu le 16 mai 2022 de 14h à 15h. Ce sera un webinaire sur l'angle thématique métier du numérique. Ensuite, vous pourrez également nous retrouver cette fois-ci un mardi, le mardi 28 juin 2022 de 15h à 16h pour un webinaire qui abordera la mise en place d'un travail de collaboration entre les acteurs des cités éducatives. Et enfin, vous pourrez également nous retrouver avant les vacances d'été, début juillet 2022, pour un webinaire qui abordera l'évaluation grâce au numérique et qui sera une forme de rétex d'un créaton réseau Canopé qui a eu lieu sur cette thématique de l'évaluation. Et n'hésitez pas pour toute question complémentaire, si vous avez des soucis également au niveau du support de présentation qui vous a été partagé sur ce webinaire, de nous envoyer un mail à Alice ou à moi-même aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Alors, on m'indique que nous avons 2 nouvelles questions qui nous sont arrivées via le chat. Alors, Mélina, on va prendre, si tu acceptes, ces 2 nouvelles questions. Et ensuite, nous allons clôturer la session puisque nous avons 3 petites minutes de battement que nous allons mettre à profit. Ok. Alors, donc Mélina, savez-vous s'il y a eu plus de décrochage scolaire dû au confinement et à l'utilisation du numérique pour les apprentissages? Je sais pas, en termes statistiques, je sais pas. J'ai entendu des parents et des enseignants que c'était dur de motiver les élèves et de s'engager, de les faire s'engager dans les activités, ça oui. Alors, dans l'université, je sais que oui, il y a eu pas mal de décrochage, mais vu que premier et second degré, c'était différent, ils sont revenus avant à l'école, mais j'ai pas les statistiques, j'ai juste les ressentis des enseignants et des parents. Merci beaucoup, Mélina. Et alors, on a une question cette fois-ci qui va s'adresser plutôt à Suzy Chevet, que j'invite à ouvrir son micro.
existe-t-il des chartes d'utilisation du numérique élaborées avec les acteurs des cités éducatives? Non. Désolée, un petit souci de micro. On ne vous entend plus, Suzy, mais on vous entendait avant. Donc, n'hésitez pas à réactionner votre micro. Normalement, c'est bon maintenant. Là, c'est bon? Oui, tout à fait. Ok, il fait un truc bizarre, mais c'est pas grave. Sur des chartes, alors pardon, excuse-moi, la question c'est est-ce qu'il existe des chartes numériques par rapport des chartes d'utilisation du numérique élaborées avec les acteurs des cités éducatives? Là, comme ça, non. Enfin, je veux dire, la question, si elle est générale, non. Après, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message à l'adresse citééducative@nct.gouv.fr. Et on accorde beaucoup d'importance au fait de favoriser les échanges entre pairs. Donc, quand vous avez des questions de ce type-là, on va essayer d'aller chercher dans les différents documents qu'on a sur les cités éducatives pour voir si on peut pas trouver chez voilà dans une cité éducative une expérience ou une action de ce type. Voilà pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Mais là, comme ça, j'en aurais pas en tout cas. Mais on peut toujours essayer d'aller rechercher ce type d'informations si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Suzy, pour avoir répondu à cette dernière question. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire avec nous et à très vite, on l'espère, sur les prochaines dates. Bonne journée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.